Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire très célèbre dans le milieu du true crime, le meurtre de Travis Alexander par Jodi Arias. C'est une affaire américaine des années 2000 qui a énormément marqué les esprits et que personnellement je connaissais de loin, mais là j'ai pu me plonger dans ces détails et je comprends mieux pourquoi c'est une affaire qui a eu autant d'impact médiatique. Avant de plonger avec vous dans les profondeurs de cette histoire, je voudrais dire un grand merci au sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que la maison d'édition Gallimard et sa section série noire, à l'occasion de la récente sortie du nouveau roman de Jörn Lier-Horst, Le Mal en personne. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous avais déjà parlé de cet auteur avec L'Usurpateur, et bien là, c'est son tout dernier livre qui est paru il y a 2 semaines. Alors dedans, on va à nouveau retrouver les personnages de William Wisting, l'enquêteur, et de sa fille Lynn, la journaliste. Cette fois, la police va avoir beaucoup de boulot puisqu'une opération de reconstitution vire au drame. Le dangereux tueur en série Tom Kerr parvient à s'échapper, probablement avec la complicité de celui qu'on appelle l'autre, son complice qu'on n'a jamais réussi à interpeller. Pour espérer les coincer tous les deux, il va donc falloir enquêter dans le présent, mais aussi rouvrir les anciens dossiers du passé et reconstituer le puzzle morceau par morceau. Décortiquer le psychopathe et son double pour mieux les appréhender aux 2 sens du terme, saisir que ce soit physiquement ou par l'entendement, c'est ce qui guide Wisting et ses intuitions, mais les événements s'immiscent jusque sous ses fenêtres et celles des autres équipes impliquées dans la traque. Pas de flic borderline chez Jörn Lier-Horst, mais des cerveaux aguerris et concentrés dont nous suivons la réflexion. Témoins, suspects, victimes, tous les protagonistes passent au scanner d'exploration quasi chirurgicale. Alors pour le coup, c'est le 2e livre de cet auteur que je lis et j'aime toujours autant. Son écriture est simple et efficace, les personnages sont intéressants, crédibles et les histoires proposées sont originales. Je trouve que il y a toujours une réflexion un petit peu plus sociétale qui s'en dégage. Vraiment, je vous recommande chaudement cette nouvelle publication. Et puis comme ils sont très sympas chez Gallimard, on vous propose de gagner 5 lots composés du livre Le Mal en personne, mais aussi de 2 autres enquêtes de Jörn Lier-Horst en format poche. Ça se passe comme d'habitude sur mon compte Instagram, alors n'hésitez pas à aller participer. Encore un grand merci à Gallimard pour sa confiance et son soutien. Nous, sans plus attendre, on va passer au sujet du jour. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 9 juin 2008 à Mesa, en Arizona. Il s'agit d'une ville fondée par des pionniers mormons à la fin du 19e siècle, et je vous dis ça puisque vous allez le voir, la religion est un point important dans cette histoire et pour ses protagonistes. Plusieurs amis de Travis Alexander, un jeune homme de 30 ans, s'inquiètent. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui. Or, Travis est censé partir en séminaire à Cancun le lendemain, le 10, avec une amie à lui, une dénommée Marie, dite Mimi Hall. C'est elle qui contacte certains de ses proches car elle est inquiète qu'ils ne répondent pas à ses messages. En plus, elle le voit habituellement chaque semaine à l'église. Elle est mormone, tout comme Travis. Mais la veille, il n'était pas là, donc ça commence à vraiment lui sembler bizarre. Elle se présente donc devant le domicile de Travis, qui est une grande maison partagée en plusieurs sortes d'appartements que se partagent plusieurs colocataires, mais personne ne répond à la porte d'entrée. Mimi appelle des amis de Travis qui la rejoignent devant la maison. Eux aussi sont inquiets et ils lui apprennent que Travis devait participer à une réunion téléphonique le mercredi 4 juin en fin d'après-midi, soit 6 jours plus tôt, mais qu'il l'a raté et que plus personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Finalement, Mimi et les amis de Travis parviennent à rentrer dans la maison par le garage, mais la partie habitée par le jeune homme est fermée à clé, ce qui est inhabituel. Ils ne peuvent donc pas y accéder.
Il monte à l'étage et frappe à la porte des colocs de Travis et l'un d'eux ouvre. C'est lui qui va leur fournir une clé de secours pour accéder à l'appartement de Travis. Et là, malheureusement, c'est en ouvrant la porte des pièces privées de Travis Alexander qu'ils comprennent tous que quelque chose de grave est arrivé puisqu'ils voient des traces de sang dans le couloir et qu'ils découvrent un petit peu plus loin le corps de Travis dans la salle de bain. La police est appelée et fait les premières constatations. Le corps nu de Travis est retrouvé recroquevillé dans sa douche. Il est dans un état de décomposition déjà assez avancé puisque ça fait 6 jours qu'il est là. Les extrémités et sa tête sont noircies. Il a de nombreuses blessures, une blessure par balle au niveau de la tête, 27 lacérations de coups de couteau, au niveau du dos principalement, mais aussi au thorax et dans la nuque. Et il a également été égorgé très profondément. Pour autant, le corps n'est pas couvert de sang, il a été nettoyé à l'eau après sa mort. Les enquêteurs relèvent aussi des indices. Bien que la scène de crime ait été partiellement nettoyée, on voit quand même de nombreuses traces de sang à plusieurs endroits, dans la salle de bain et le couloir menant à la chambre, ce qui laisse penser que Travis n'est pas mort sur le coup et qu'il s'est déplacé et ou aurait été déplacé par quelqu'un. D'ailleurs, des blessures de défense viennent confirmer que Travis n'est pas mort tout de suite. Il avait plusieurs lacérations au niveau de ses mains, ce qui indique qu'il a tenté de se protéger des coups de couteau et qu'il s'est battu pour sa vie. On remarque aussi une trace d'empreinte palmaire sur un mur qui ne correspond pas à la main de la victime. Les draps du lit ont été retirés et placés dans la machine à laver où l'on découvre également l'appareil photo de Travis endommagé par le programme qui a été lancé. Pendant que la police scientifique fait les premières constatations sur la scène de crime, les enquêteurs commencent par dresser le portrait de la victime. Travis Alexander est né le 28 juillet 1977 à Riverside, en Californie. Lorsqu'il avait 11 ans, la garde de Travis a été confiée à ses grands-parents paternels qui ont par la suite récupéré ses frères et sœurs à la mort de leur père. Travis travaillait comme vendeur pour une compagnie appelée Prepaid Legal Services, PPL, et il donnait également des conférences ponctuellement sur le thème de la vente. C'était aussi un membre actif de l'Église des Saints des Derniers Jours, plus communément connue comme la communauté des Mormons. Il aimait aussi l'humour et faisait d'ailleurs des stand-up amateurs sous le nom d'Eddie Snell. Très vite, les enquêteurs interrogent les proches de Travis, ses amis et colocataires. Est-ce qu'il avait, selon eux, des personnes dans son entourage qui auraient pu lui vouloir du mal? Et très vite, un nom ressort des témoignages, celui de Jodi Arias. Jodi Arias était une ex de Travis Alexander. Ils s'étaient rencontrés en septembre 2006 par le biais du travail, puisqu'elle travaillait elle aussi pour Prepaid Legal Services. Et tout de suite, ça avait matché entre elle et Travis. Mais pour autant, lui ne voulait pas que leur relation évolue vers quelque chose de plus intime car, étant mormon, il ne voulait pas avoir une petite amie qui ne soit pas dans les mêmes croyances que les siennes. Alors Jodi Arias s'est fait baptiser le 26 novembre 2006 par Travis Alexander lui-même et elle s'est convertie à l'église mormone qu'on appelle plus communément LDS. En février 2007, Travis et Jodi ont officiellement commencé à sortir ensemble. Ils sont restés en couple environ 5 mois dans une relation à distance puisque elle vivait en Californie et lui en Arizona. Puis ils se sont séparés pour des causes de jalousie mutuelle. Mais quelques semaines après leur rupture, Jodi déménage et s'installe à Mesa dans un appartement à quelques rues du domicile de Travis. Même s'ils ne sont plus officiellement ensemble, Travis et Jodi continuent d'avoir des liens, ils s'écrivent beaucoup d'emails et ils ont encore des rapports sexuels. Mais Jodi était très investie, trop investie. Les amis de Travis la surnomment la Crazy Ex-Girlfriend, l'ex-petite amie folle, car elle a des comportements anormaux, elle stalk Travis, elle vient sonner chez lui à l'improviste, elle hack ses réseaux sociaux et sa boîte mail, elle envoie même des mails d'intimidation aux nouvelles filles que Travis fréquente. Par 2 fois, elle vient crever les pneus de la voiture de Travis devant chez lui. On dit également qu'elle s'infiltre dans la maison pendant la nuit en se glissant par la trappe du chien et qu'elle frappe à la porte de Travis, qui la laisse rentrer et couche souvent avec elle quand ça arrive. Bref, c'est une relation qui n'est pas saine du tout et qui inquiète d'ailleurs Travis, qui précise même à ses amis à plusieurs reprises « Si un jour je suis assassinée, ça sera elle ». Finalement, la situation semblait s'être un petit peu calmée. Jodi était repartie vivre en Californie chez ses grands-parents, bien qu'ils continuent, Travis et elle, à se voir ponctuellement pour des relations sexuelles et qu'ils continuent à échanger des sextos, alors même qu'ils côtoient des personnes chacun de leur côté.
Évidemment, ces événements intéressent fortement les enquêteurs. Ils sont d'ailleurs contactés le jour de la découverte du corps de Travis par Jodi elle-même. Cet appel téléphonique initial n'apporte pas énormément d'informations. Jodi confirme que, effectivement, elle et Travis sont sortis ensemble pendant 5 mois. Elle explique avoir vu Travis pour la dernière fois en avril, qui devait se voir pendant le courant du mois de mai, mais que ça ne s'est pas fait et que ça avait été reporté. Elle dit aussi qu'elle lui aurait parlé au téléphone le mardi 4 juin entre 20h et 21h30. Je mentionne ça de façon précise parce que c'est écrit comme ça dans le rapport de l'enquêteur, mais en fait il y a une erreur. Le 4 juin c'était un mercredi, c'est d'ailleurs le jour où Travis a été assassiné, donc je pense qu'elle parlait de la veille, le mardi 3 juin, et que elle ou l'enquêteur s'est trompé dans la date. Par la suite, il a été demandé à plusieurs proches de Travis Alexander de se présenter au commissariat et de bien vouloir coopérer avec la police, c'est-à-dire répondre à des questions, donner des prélèvements ADN et leurs empreintes palmaires et digitales. Parmi eux, bien sûr, il y avait Jodi Arias et tous ont accepté de venir et d'être coopératifs. Ça, c'était le 17 juin 2008. Sauf que ce jour-là, après avoir donné leurs échantillons, une seule personne refuse d'être interrogée par la police, Jodi Arias. Elle explique qu'elle a conscience que beaucoup de personnes l'ont désignée comme un suspect potentiel et qu'elle n'est donc plus à l'aise à l'idée de répondre à des questions sans la présence d'un avocat. 4 jours plus tard, Jodi recontacte l'enquêteur qui s'appelle Flores. D'ailleurs, je l'ai pas précisé encore, mais ce sera plus simple de l'appeler par son nom. Elle lui laisse un message sur son portable et lui demande de la rappeler. Le lundi 24 juin, Flores rappelle donc Jodi Arias et elle lui dit qu'elle l'a appelé pendant le week-end pour avoir des nouvelles de l'enquête et aussi parce qu'elle regrette d'avoir refusé de répondre aux questions de la police la fois précédente et qu'elle se propose de revenir dans quelques semaines. Finalement, ils vont se mettre d'accord pour faire un entretien téléphonique le lendemain. Le lendemain, donc, Flores contacte Jodi Arias, comme convenu, et l'échange va surtout tourner autour de l'emploi du temps de Jodi au moment du meurtre, parce qu'il est pas super clair. En gros, rappelez-vous, on ne sait pas exactement quand Travis a été tué, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été vu le 4 juin au matin par un de ses colocs, et après, plus rien. Il a d'ailleurs raté le rendez-vous professionnel téléphonique qu'il avait le 4 au soir, et voilà, après ça, plus personne ne l'a vu. De son côté, Jodi raconte ce qu'elle a fait autour de cette date-là. Elle était donc en Californie, chez ses grands-parents, et elle en est partie le mardi 3 juin avec une voiture de location pour se rendre à une conférence à Salt Lake City. Avant ça, elle devait aussi aller rendre visite à un ami à Los Angeles, mais elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous. Sur la route, son téléphone est éteint, elle dit qu'elle avait plus de batterie, et il est rallumé le jeudi 5 juin au matin alors qu'elle est à Las Vegas où elle rend visite à un homme chez qui elle va dormir et avec qui elle aura des relations sexuelles, mais ça on l'apprendra plus tard. Tout ce qui se passe entre-temps est très flou, elle dit qu'elle a fait un long trajet en voiture dans le désert avec son téléphone éteint, qu'elle s'est perdue et qu'elle a dormi dans sa voiture. Donc pendant près de 48 heures, autour du moment du meurtre, on ne sait pas vraiment où était Jodi ni ce qu'elle faisait, à moins de croire à sa version peu convaincante. Le 15 juillet 2008, soit 41 jours après le meurtre de Travis Alexander, Jodi Arias est arrêtée par la police au domicile de ses grands-parents et placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Lors de cette arrestation, il n'est pas précisé spécifiquement à Jodi pour quel motif elle est mise en examen, et ce qui est étrange, c'est qu'elle ne demande pas la raison de son arrestation aux policiers. Tout au long de cette journée, on peut voir que Jodi Arias va énormément faire d'efforts pour paraître plus détendue qu'elle ne l'est véritablement. C'est particulièrement visible sur la vidéo de la salle d'interrogatoire où elle a été placée, où on la voit avoir des changements de comportement entre quand l'enquêteur Flores est avec elle dans la pièce pour lui poser des questions et lorsqu'elle est laissée seule. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous recommande énormément la vidéo d'analyse de cet interrogatoire et du suivant par la chaîne YouTube JCS Criminal Psychology, une chaîne que vous êtes certainement très nombreux à connaître et qui est juste excellente. Alors je vais essayer de vous résumer cet interrogatoire. Tout du long, ce qu'on remarque avec Jodi Arias, c'est que c'est une femme qui parle énormément de petites choses insignifiantes, un peu comme pour meubler, pour monopoliser le temps, mais aussi pour essayer de se donner une image très avantageuse. Elle parle beaucoup de religion, elle se dit très croyante et pratiquante, elle dit par exemple qu'elle respecte les 10 commandements,
Elle s'efforce aussi de se présenter comme une personne totalement inoffensive. Elle dit qu'elle n'est même pas capable de tuer une araignée. Elle va à un moment partir dans un monologue interminable sur la fois où, par mégarde, elle a donné un coup de pied à un chien et combien elle s'en est voulu après ça, etc., etc. Bien entendu, elle nie toute implication dans le meurtre de Travis. Elle répète sans cesse combien c'était un homme gentil, qu'elle appréciait, à qui elle doit beaucoup de choses et avec qui elle était en bons termes. Elle dit à de multiples reprises qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle aurait pu lui vouloir du mal. That don't seem like there's no reason for it. There's no reason why. There's no reason I would ever want to hurt him. There's no way anybody else. He never raped me. If Travis were here today, he would tell you that I'm dead if it wasn't me. No. My job is to speak for Travis right now. And everything Travis is telling me is that Jody did this to me. Selon elle, elle n'était pas en Arizona lors du meurtre, elle n'était absolument pas à proximité de Mesa, mais l'agent Flores va commencer à la coincer dans ses mensonges. En effet, rappelez-vous que je vous avais dit qu'il y avait des prélèvements ADN qui ont été effectués sur la scène de crime et qu'on avait aussi retrouvé une empreinte palmaire sur un mur. Cette empreinte correspondait à celle de Jodi Arias. De plus, son ADN a également été retrouvé en plusieurs endroits, mélangé au sang de la victime, et on a aussi retrouvé des cheveux lui appartenant. Mais ce n'est pas tout. Vous savez qu'on a aussi retrouvé l'appareil photo de Travis dans la machine à laver qui avait été abîmée par l'eau. Cependant, les enquêteurs ont tout de même pu récupérer les images sur la carte SD à l'intérieur, et notamment les dernières photos qui avaient été supprimées. Mais en fait, elles n'étaient pas totalement effacées parce que même en supprimant des fichiers sur une carte SD, elles restent dans une sorte de corbeille, un petit peu comme sur les ordinateurs. Or, ces photos, elles sont extrêmement incriminantes pour Jodi. On peut dire qu'il est possible de les classer en 3 catégories. On a d'abord des photos à caractère sexuel prises quelques heures avant le meurtre de Travis, sur lesquelles on le voit en présence de Jodi dans sa chambre à Mesa. Déjà rien que ça nous indique que Jodi a menti lorsqu'elle a prétendu qu'elle n'était pas en Arizona au moment du meurtre. Au contraire, c'est la preuve formelle qu'elle était avec Travis très peu de temps avant son meurtre et qu'elle est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Ensuite, on a une deuxième série de photos prises entre 17h22 et 17h29 environ, où on voit Travis Alexander qui est seul sous la douche. À ce stade, on peut se dire que ce sont des photos qui ont été prises par Jodi Arias, qui était photographe amateur et qui aspirait à en faire sa profession. Ce sont des photos assez spéciales, je dois dire, c'est mi-érotique, mi-remake de Psychose, à mon sens. On a notamment une photo assez marquante, c'est celle-ci. Il s'agit de la toute dernière image de Travis en vie. Puis on a ensuite la troisième catégorie de photos qui sont prises entre 17h30 et 17h33. Elles sont au nombre de 4 et cette fois, quelque chose de très grave semble s'être produit. Ce sont certainement des photos prises de manière accidentelle. Sur la première, on voit le torse et les cuisses de Travis. Il semble assis au fond de la douche comme s'il avait glissé et qu'il ne s'était pas senti bien. Moins d'une minute plus tard, c'est une photo du plafond qui est prise. Ensuite, on a certainement la photo la plus troublante de la série sur laquelle on aperçoit probablement Travis allongé sur le sol, vu depuis l'arrière de sa tête, la nuque dégoulinant de sang et la cuisse d'une personne qui semble le tirer en arrière. Puis la dernière photo est assez énigmatique, on voit le sol et une forme, peut-être une partie de Travis qui semble toujours allongée. Bien que l'agent Flores explique à Jodi Arias lors de cet interrogatoire qu'il possède toutes ces preuves matérielles, elle va continuer à nier. Je vous mets un minuscule extrait de l'interrogatoire, je crois qu'il se passe carrément de commentaires. Observez bien les réactions et le langage de Jodi. But I don't think you're being completely honest with me about that trip. I honestly got lost. It's bad timing. Were you at Travis's house on Wednesday? Absolutely not. I was nowhere near Mesa. I was nowhere near Phoenix. What if I could show you proof you were there? Will that change your mind?
I wasn't there. You can be honest with me, Jody. I was not at Travis's house. Was not. You were at Travis's house. Remember I told you about the camera? Mm-hmm. That camera was damaged. Someone put it in a washing machine. Ran it through a wash cycle. With some clothes of Travis's. But the card's intact. And I have pictures of you in Travis's bedroom with Travis. Pictures of him. And it's obvious you guys are having sex. Taking photos of each other. And they're dated and time-stamped on the day he died. Are you sure it's me? I mean, that because I was Jody, not there. It's you. And you know it's you. I know you took pictures of him in the shower just before he died. I don't think he would allow that. And the camera actually took a couple of photos by accident during the time he was being killed. Really? Yeah, Jody, really. You were there. Quit playing this game. It's time for you to just come out and I didn't tell me. know. I did not hurt Travis. I did not hurt Travis. I wouldn't do that to him. Après ce premier interrogatoire infructueux, Jodi Arias est placée en détention provisoire. Voici sa réaction lorsqu'elle l'apprend. This is a really trivial question, and it's gonna reveal how shallow I am. But before they book me, can I clean myself up a little bit? You're gonna be taken the way you are. I can't give you anything else. How soon? I don't know. Do I have to go in handcuffs everywhere? Mm-hmm. It's just procedure. Whether you wrote a bad check or you're facing murder charges, you're gonna go in handcuffs. You should have at least done your makeup, Jodi. Gosh. I didn't hear you breathe. I wonder how am I still here? And I can't breathe. I didn't hear you breathe. Goodness. He knows our need. Still beating. Un ou deux jours plus tard, Jodi Arias est à nouveau interrogée par la police, toujours par l'agent Flores, ainsi que par une de ses collègues. Ce deuxième interrogatoire est assez laborieux en vrai. Pendant les premières heures, Jodi ne dit absolument rien de nouveau ni d'intéressant, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à nouveau seule avec l'agent Flores, qu'elle connaît déjà et donc en qui je dirais qu'elle a un petit peu plus confiance. Elle va alors lui demander quelque chose d'assez surprenant, qui est de voir les photos de la scène de crime et de Travis après sa mort. This is more of a selfish reason. I think it might give me some sense of closure. I know it's kind of morbid. I don't even think I really deserve closure. What is it you want to know about the photos? Do you want to see the room? Do you want to see the bathroom, or do you want to see him, or is it the photos before it happened that you want to see? I think the photos of after everything. I want to show you those. Is there any that you can? No.
Alors c'est clair qu'au premier abord, ça peut faire froid dans le dos de savoir qu'elle a demandé ça. Ça fait vraiment sadique pervers qui veut revoir son œuvre et en profiter. Mais je suis assez du même avis que JCS Criminal Psychology sur le fait que c'était pas la raison pour laquelle elle a demandé à voir les photos. En fait, selon moi et bien d'autres personnes, je suis pas la seule à penser ça, elle les demande pour pouvoir choper des informations afin de rendre plus crédible son prochain mensonge. Elle cherche tout simplement à avoir des éléments sur lesquels mieux faire adhérer tout ce qu'elle va raconter. Évidemment, l'accès à ces images lui sera refusé. Ensuite, la version donnée par Jodi va complètement changer puisque elle est au pied du mur et elle sait qu'elle ne peut plus nier sa présence sur les lieux du crime ce jour-là. Elle va donc raconter une nouvelle version des événements. Elle dit que effectivement, elle a vu Travis le mercredi 4 juin, qu'ils ont eu des rapports sexuels, puis qu'il a été prendre une douche et qu'elle l'a pris en photo à ce moment-là. Ce serait là que seraient arrivés deux intrus, un homme et une femme dont elle n'a pas pu voir les visages, très précisément parce qu'en fait ils portaient des masques et eux auraient assassiné Travis. Les attaquants se seraient ensuite disputés sur est-ce qu'ils devraient tuer Jodi puisqu'elle avait été témoin de la scène et finalement après avoir arraché son carnet d'adresses qu'elle avait dans son sac, ils auraient trouvé son adresse à elle, donc celle de ses grands-parents, et il lui aurait dit que si elle parlait à qui que ce soit, il la retrouverait et massacrerait toute sa famille puis l'aurait laissé partir. If this is his shower and he's sitting here, I was like, well, if this is his shower and he's sitting here, I was like right here on my knees and his bathtub is right here and I was taking him here and I was just going through the pictures and I heard this loud ring. And I don't really remember except Travis was screaming and I was by the bathtub and he was holding his head and there were two people there and What'd you say? I remember putting my hand on his back because he was on all four of his knees. He was like on his knees like this, doing something like this or something like, I don't know. And I was like, are you okay? What's going on? What's going on? He's like, go get help, go get help. And I said, okay. And I turned around, there were two people there. One was a guy and one was a girl. I couldn't tell that at first, but I could just see one was a girl. And I assumed the other was a guy because their build. And then their voices. Yeah, the girl wanted to kill me too. What did she say? Who is that? I thought he was by himself. He was like, shut up, just finish it. And Travis was screaming the whole time. He wasn't screaming like a girl, he was just like he was in pain, like he was like shocked, like, you know. He wasn't really moving though, he was just staying kind of still on the floor. The girl was in the hallway, kind of. And the guy was more toward in the bedroom, but like still in the bathroom. What did you see? I took it out like a little bitch. You took off? I ran, and he stopped me, but he was still like conscious and still alive, and But you just left them there. no, I ran into the closet because like there's two doors, and they were sort of in the hallway already, and he stopped me, and he didn't touch me. He was just held the gun to my head, and he was like, "You don't go anywhere," and he told the other girl to finish it. I didn't see, but they had an argument back and forth, and she wanted to kill me, and he didn't. Why didn't they kill you? Just because he said? He said that's not what we're here for. Did they say why they were there? No. I was so scared. I'm not a person who fights.
it wasn't like super yelling, it was kind of like hushed but intense, like, you need to da-da-da, shut up, it's not over here, things like that. And he got my registration out of my wallet, and he said, you must be that bitch from California. And he was going like this with my registration, and he said, if you ever say anything about this, he said they'll do to my family the same way and me. And I didn't care so much about me at that point. He said, you need to leave. Did you get hurt at all? You said you were fighting with her. You actually can't see it. If you look in my finger isn't the same though. I was... Where did it get cut? Conveniently, it was right on the crease. I came in here hoping that you would tell me the truth. And this is not the truth, Jody. This is all I know. Does not make any sense. It does not make any sense. Après ce second interrogatoire très étrange, Jodi Arias a de nouveau été placée en détention provisoire avant son procès. Elle va y rester très longtemps d'ailleurs, pendant plus de 4 ans, puisque ça a été un dossier très très long à préparer. En attendant son procès, Jodi Arias a accepté énormément de demandes d'interview, ce qui a amené à des scènes assez lunaires, comme par exemple celle-ci qui a été prise 2 semaines après son arrestation. I guess it's really all I needed. Sorry. Don't roll the tape yet. Why was he a good traveling companion? Oh, he was a great traveling companion for many reasons. Traveling with Travis was kind of like traveling with your own personal comedian or serenader. Was there jealousy on the part of both of you guys? Or? I would say, on my end, not so much jealousy, maybe a sense of insecurity, but that's just me. On his end, sometimes. I don't think it was warranted, but I took it as a compliment. When was the last time that you saw Travis? It was sometime in early June. How far before his death do you remember? I don't remember exactly, but it was very close to. There were, did you, I have to ask you this, did you kill Travis Alexander? Absolutely not. No, I had no part in it. Did he have any enemies at all? To my knowledge, no. He had a strong personality, but he was very well liked and loved. So you had nothing to do with Travis Alexander's death? This ever? Nothing to do with it. To know that he was stabbed some 27 times and shot once in the left cheek, who could have done this to him? I don't know. Who do you think killed him? I have no idea. But were you obsessed with him? Those are the allegations they make. No, not at all. Jodi, you're pretty calm sitting here. Somebody who's been arrested and accused of murdering somebody, how are you managing to stay so calm? Through my faith and through the knowledge of my own innocence. That's the only thing. I would be shaking in my boots right now if I had to answer to God for such a heinous crime. On en arrive au moment du procès. Pour être honnête, le procès de Jodi Arias, c'est un énorme morceau à traiter. Il a duré plus de 4 mois. Il a été enregistré mais aussi retransmis à la télévision américaine. Il a clairement été qualifié de cirque médiatique parce que vraiment c'était... Je sais même pas comment vous le décrire en fait. Sur YouTube, il y a carrément des best-of des meilleurs moments ou des moments les plus fous de ce procès. That'd be great. Yay, bottled water. Never put my makeup on in front of a total stranger, but that's okay. You're not that much of a stranger. It's been like weeks since I put makeup on. I'm glad to see this is waterproof. I don't plan to cry, but, you know, I probably won't. Can you do me a favor and just hold that? Sure. Sorry. That's okay. Ah. Thank you, Your Honor. With regard to this particular camera, and you said that it was 45 seconds, right? Yes. Did that take 45 seconds, sir? Judge, I'm going to object. That's evidence. Somebody else after this particular murder happened, right? Objection as to the name. Pardon? I didn't hear your objection. Objection as
I'll say killing. Rephrase their speeches. I think they use the term entertainment because it's entertaining training. Do you know what I'm saying? It's entertaining training, I guess you could say. Anyway, this is embarrassing. Did you like it when he called you a three-hole wonder? No. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Et vous le savez, moi, c'est pas mon point le plus fort, tout ce qui est du côté judiciaire. Donc, je vais vous en parler dans les grandes lignes et surtout en faire ressortir ce qui pour moi me paraît le plus pertinent. Mais je préfère être honnête, ce que je vais vous dire sur le procès n'est pas complet et je vous invite à creuser vos recherches de votre côté si jamais vous le souhaitez. Donc, ce procès il a commencé le 2 janvier 2013. Jodi Arias était accusée de meurtre au premier degré, ce qui est l'accusation la plus grave en termes de meurtre puisque ça implique une préméditation. La version de l'accusation était la suivante. Jodi Arias aurait prémédité le meurtre de Travis Alexander, notamment en amenant des armes chez lui, l'arme à feu qui n'a jamais été retrouvée et qui pourrait correspondre à une arme du même calibre qui a étrangement disparu lors d'un cambriolage chez les grands-parents de Jodi une semaine avant le meurtre. Le couteau, lui, n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas s'il avait été amené par Jodi de l'extérieur ou si elle a utilisé un des couteaux de la maison puisque le lave-vaisselle a été mis en route et ça a pu effacer les preuves sur les couteaux qu'il contenait. Il faut également prendre en compte tous les efforts de Jodi pour masquer son implication dans le meurtre. On sait, comme je vous l'ai dit, qu'une partie de la scène de crime a été nettoyée, il y a des taches au sol qui ont été lavées, les draps du lit qui ont été mis dans la machine, le corps qui a été rincé, probablement pour essayer de faire disparaître des preuves. Il faut aussi mentionner le message vocal glaçant qu'elle a laissé sur le répondeur de Travis quelques heures après son meurtre pour tenter de se créer un alibi. I know Leslie called you, so I already talked to her, so you can call her back if you want, but it's not necessary. My phone died, so I wasn't getting back to anybody. And what else? Oh, and I drove 100 miles in the wrong direction, over 100 miles, thank you very much. So yeah, remember New Mexico? It was a lot like that, only you weren't here to prevent me from going into the 3 digits, so fun. I'll tell you all about that later. Also, we were talking about, when we were talking about your upcoming travels my way, I was looking at the May calendar, so I'm all confused. But Heather and I are going to see Othello on July 1st, and we would love for you to accompany us. Let me know, and I will talk to you soon. Bye. End of message. La voiture que Jodi avait louée en Californie et qu'elle aurait utilisée pour aller jusqu'à Mesa a été rendue sans ses tapis de sol et tachée d'une matière rouge. Malheureusement, la compagnie de location a immédiatement nettoyé la voiture après l'avoir récupérée et donc aucune analyse n'a pu être conduite dedans. De plus, Jodi Arias transportait dans son coffre plusieurs bidons d'essence pour ne pas avoir à faire de plein en station durant son périple. Parce que oui, forcément ça laisse des traces, ce genre de choses, donc on dirait vraiment qu'elle l'avait anticipé. Aussi, et ça je sais pas si ça a été évoqué lors du procès, mais j'imagine que oui, Jodi Arias avait teint ses cheveux en brun juste avant de rendre visite à Travis. Elle qui était décolorée en blonde depuis des années, bizarrement elle arrive et elle se présente chez Travis Alexander avec une nouvelle couleur, et je pense que c'est un élément de plus en faveur de l'idée de la préméditation. Enfin, rappelez-vous, après tout ça, on sait que le jeudi dans la journée, elle a rejoint un homme à Las Vegas chez qui elle a dormi, mais avec lequel elle a aussi couché. Or, cet homme, lui, il raconte qu'il n'a vu absolument aucun comportement bizarre de la part de Jodi. Elle était complètement normale, sauf une chose, elle avait des blessures au niveau des doigts. Comme des coupures, et elle lui a dit que elle s'était fait ça en cassant un verre chez, dans un restaurant qui s'appelle Margaritaville. Or, il n'existe pas de restaurant qui s'appelle Margaritaville. Du côté de la défense, surprise, Jodi Arias présente une 3e version des faits. Cette fois-ci, elle reconnaît avoir tué Travis Alexander. C'est d'ailleurs ainsi que son avocate débute sa plaidoirie. Jodi Arias killed Travis Alexander. There is no question about it. La nouvelle version de Jodi Arias et de ses avocats, c'est désormais que Jodi a tué Travis Alexander par légitime défense, car c'était un homme violent avec elle depuis qu'ils se connaissaient.
un déviant sexuel qui l'aurait forcé à se plier à toutes ses volontés, qui lui faisait peur et qui aurait été pris de colère lorsque Jodi a fait tomber son appareil photo alors qu'elle prenait des clichés de lui dans la douche. Jodi et sa défense vont même aller plus loin pour diaboliser le personnage de Travis en affirmant qu'il était pédophile et pédocriminel. Et finalement, Jodi va se présenter comme un véritable martyr qui se serait sacrifié en continuant à avoir des relations sexuelles avec Travis Alexander pour soulager ses pulsions sexuelles et éviter qu'il ne s'en prenne à des enfants. Honnêtement, j'ai pas hyper envie de développer cet aspect-là de la défense d'Arias parce que ça repose essentiellement sur des témoignages de l'accusé sans preuve matérielle, si ce n'est des soi-disant écrits de Travis Alexander qui n'ont jamais pu être authentifiés. Je tiens aussi à rappeler que, ayant quand même changé de version par 3 fois, la parole de Jodi Arias semble plus que douteuse. Personnellement, et là il s'agit de mon impression, je dirais que Jodi a changé et adapté sa version des faits en fonction de ce que la police puis la justice avaient contre elle, et qu'elle a ensuite inventé beaucoup de choses pour tenter de combler les trous et de ne pas assumer sa responsabilité dans le meurtre. Plusieurs experts, psychologues et psychiatres ont été appelés à témoigner pendant le procès. Ceux choisis par la défense ont notamment mis en avant un syndrome de stress post-traumatique et des éléments allant dans le sens de la version donnée par Jodi, tandis que d'autres, du côté de l'accusation, ont plutôt avancé l'hypothèse d'un trouble de la personnalité borderline. Au final, il n'existe aucun consensus psychiatrique sur le cas de Jodi Arias. Je vous donnerai mon avis sur sa psychologie après. En tout cas, rien n'a permis de la disculper au niveau de sa responsabilité pénale. Le verdict du procès est tombé le 7 mai 2013 après 15 heures de délibération du jury. Jodi Arias a été reconnue coupable du meurtre au premier degré de Travis Alexander. Les différentes versions de l'histoire présentées par Arias ainsi que la nature même des blessures infligées à la victime n'ont en effet pas convaincu les membres du jury qu'il pouvait s'agir d'un cas de légitime défense. State of Arizona versus Jodi Ann Arias, verdict, count 1. We, the jury, duly impaneled and sworn, in the above entitled action, upon our oaths, do find the defendant as to count 1, first-degree murder, guilty. 5 jurors find premeditated, 0 find felony murder, 7 find both premeditated and felony. Ensuite, il y a eu toute une seconde phase du procès qui consistait à savoir quelle serait la peine donnée à Arias pour cette culpabilité. Il a été établi que, étant donné la gravité de cette affaire, Jodi Arias pouvait encourir jusqu'à la peine de mort. Il est d'ailleurs à noter que Jodi, depuis le début, avait déclaré préférer recevoir la peine de mort. Elle a justifié cette déclaration en disant que pour elle, la mort est une forme de délivrance et qu'elle préférait donc être libérée au plus vite plutôt que de passer toute sa vie en prison. Je sais pas si s'agissait d'une déclaration honnête ou si c'était plutôt une tentative de faire de la psychologie inversée. I'm not guilty. I didn't hurt Travis. If I hurt Travis, if I killed Travis, I would beg for the death penalty. Finalement, le 13 avril 2015, Jodi Arias est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Je vous passe ensuite les détails des batailles juridiques qui ont fait suite à tout ça, puisque aucune nouvelle décision judiciaire n'est venue contredire ce verdict. Depuis, Jodi Arias est toujours incarcérée dans une prison d'Arizona. Elle n'a pas spécialement fait de vagues a priori. Ce qu'on sait des conditions dans lesquelles elle vit, c'est qu'elles se sont améliorées avec le temps. Au départ, elle avait vraiment une minuscule cellule sans aucun confort. Elle ne pouvait pas sortir. Et maintenant, elle a été transférée ailleurs où la cellule est plus grande, où elle peut aller à la bibliothèque. Et elle est même autorisée à avoir quelques effets personnels. Par contre, ses droits de visite ont été réduits. Elle ne peut plus avoir de contact physique avec ses visiteurs. Et elle n'a droit qu'à 2 heures de parleur par semaine. En prison, Jodi Arias a notamment développé son côté artistique. Elle vend d'ailleurs des dessins qu'elle fait sur son site web. Et il paraît qu'elle s'est aussi procuré un dermographe afin de tatouer les autres détenus. Plusieurs de ces anciennes co-détenues de cellules ont apporté des témoignages qui sont intéressants ces dernières années, comme Donovan Bering et Tracy Brown, qui ont été des ferventes amies et défenseuses de Jodi Arias. Aujourd'hui, elles ne sont plus du tout du même avis. Elles rapportent que Jodi est extrêmement manipulatrice avec les autres détenus, mais aussi avec les gardes. Elle flirte avec eux et qu'elle parvient souvent à obtenir ce qu'elle veut. Je tiens aussi à préciser un point qui m'a vraiment étonnée quand j'ai fait mes recherches sur
Cette affaire, il faut savoir que Jodi Arias semble très clivante sur internet. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de personnes qui la détestent, mais aussi beaucoup de personnes qui l'adorent et qui la soutiennent à fond. Vraiment, je suis tombée de façon bien plus récurrente que ce à quoi je m'attendais sur des gens qui sont persuadés de l'innocence de Jodi, qui sont convaincus qu'elle a véritablement agi par légitime défense, qui disent même qu'elle devrait être libérée et médaillée pour avoir éliminé un pédophile de la Terre. Ce genre de choses. Alors je vous avoue que j'ai lu des choses qui étaient quand même vraiment très violentes à l'égard de la victime, et des petits mots doux et des montages sur Arias, un petit peu comme on peut le voir avec d'autres criminels, genre Ramirez, Bundy, Harris et Klebold. C'est vraiment perturbant. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette affaire. Alors avant de terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur le profil de Jodi Arias. L'une des premières choses à noter, c'est qu'elle n'a pas connu une enfance particulièrement difficile. Elle, plus tard, elle va dire qu'elle a été maltraitée par ses parents. Mais eux, ils ont nié totalement ça. Et au contraire, ils vont plutôt rapporter qu'ils l'ont énormément aimée et protégée. Bien qu'il y ait plusieurs personnes qui leur aient dit « Jodi, il y a quelque chose qui va pas, il faudrait peut-être l'emmener voir un psy ». Donc ça aurait commencé un petit peu dans l'enfance, mais en vrai, sur ce thème-là, l'enfance de Jodi, le problème c'est qu'on n'a pas d'éléments concrets. C'est sa parole contre celle de sa famille, donc qui croire ? Bien sûr, étant donné que Jodi ment sans arrêt, on peut imaginer qu'elle a dépeint ce faux passé pour qu'on la prenne en pitié. C'est d'ailleurs l'un des mécanismes préférés de Jodi Arias, se placer en tant que victime pour essayer d'attirer la sympathie. Elle cherche tout le temps à paraître désinvolte, naïve, fragile, et tout ça fait partie de sa manipulation pour parvenir à ses fins. Je pense que manipulation, c'est vraiment le terme qui convient le mieux au cas de Jodi Arias. Certains diront qu'elle est mythomane, mais personnellement, j'en suis pas convaincue. Bien sûr qu'elle raconte énormément de mensonges, mais la mythomanie, c'est quelque chose... C'est pas vraiment ça, ça va au-delà. C'est du mensonge pathologique, limite c'est incontrôlable. Alors que dans le cas d'Arias, je pense qu'elle maîtrise tout à fait ses mensonges. Ils lui servent pour arranger la réalité et se présenter toujours son meilleur jour. D'où le fait que je pense que c'est une très grande manipulatrice. Concernant sa relation avec Travis Alexander, je voudrais aussi préciser certains points. Autant le portrait qu'elle a cherché à dresser de lui lors du procès est extrêmement sale et montre bien le peu de respect qu'elle a pour sa victime, qu'elle a vraiment traîné dans la boue, elle a cherché à le ternir, à l'avilir. Enfin vraiment c'est immonde ce qu'elle a fait à la mémoire de Travis Alexander, sachant qu'il n'y a aucune preuve concrète qui n'a pu être apportée. Autant, je dois quand même vous dire et reconnaître que c'était pas un enfant de cœur non plus, loin de là. Leur relation a été hyper toxique, de par leur comportement à tous les deux. On a pu voir dans certains échanges que Travis parlait hyper mal de Jodi, il l'insultait quand il parlait avec ses amis, et pourtant il continuait de coucher avec elle. Ils avaient des jeux sexuels pas ouf, avec des fantasmes de violence de sa part à lui. Et c'est sur ça, par exemple, qu'elle a dit qu'elle n'était pas consentante, même si, évidemment, a posteriori, c'est difficile à prouver. Mais bon, ça encore, ça passe. Mais il lui a aussi dit des choses assez dégueulasses, comme le fait qu'il aimait les bruits qu'elle faisait quand il faisait l'amour, parce que, je cite, on aurait dit une petite fille de 12 ans. Donc bon, clairement, il y avait des trucs très limites dans leur relation. Lors du procès, certains ont dit que Jodi avait manipulé Travis pour qu'il ait de tels propos, qu'elle lui aurait demandé de lui dire ça exprès et qu'elle a enregistré ces échanges comme par hasard pour préparer son alibi. Mais bon, là encore, c'est difficile d'en savoir plus parce que Travis est mort et il ne pouvait donc ni se défendre ni se justifier. Au passage, l'écoute de leurs discussions sexuelles retransmises au tribunal est certainement l'un des moments les plus cringe auxquels j'ai pu assister. What's a cream pie? You suck on them like they're candy, like they're lollipops. You just... Bon alors si on rejette l'explication proposée par la défense, qu'en est-il de l'accusation? Eux pensent, comme je vous l'ai dit, que Jodi Arias, elle a préparé et prémédité le meurtre de Travis Alexander par jalousie.
Parce qu'en gros, si vous vous souvenez, il y avait ce fameux voyage à Cancun où Travis devait se rendre pour le boulot. C'était complètement payé par sa boîte et il avait le droit d'emmener un +1 avec lui. Or, il avait proposé à Mimi Hall de l'accompagner plutôt qu'à Jodie. Mimi, c'était une fille qui intéressait vraiment Travis, apparemment, c'était son crush quoi. Sauf que elle était plutôt du côté amical de la relation et donc quelques semaines avant de partir, Mimi avait dit à Travis « Moi, je préfère vraiment qu'on reste juste amis, je veux que ce soit clair avant le départ. Du coup, si jamais tu préfères inviter quelqu'un d'autre à ma place, il y a vraiment pas de souci, je ne t'en voudrais pas. » Mais malgré tout, Travis avait quand même choisi de partir avec Mimi, même s'il savait qu'il ne se passerait rien entre eux. Et ça, on pense que Jodie le savait et que ça l'a complètement enragé de se dire il préfère partir avec une fille qui le friendzone plutôt que de m'inviter moi. Je crois même pas qu'on puisse vraiment parler d'érotomanie dans cette histoire, j'ai pas l'impression que le cas corresponde vraiment aux critères de ce trouble-là. Non, vraiment, enfin, je dirais que c'est de la jalousie qui vire à une obsession extrême et très dangereuse. Même si finalement on n'a aucune information très fiable sur la psychologie de Jodie Arias puisque, comme je vous l'ai expliqué, les experts n'ont pas réussi à se mettre d'accord et elle, clairement on ne peut pas faire confiance à ce qu'elle dit. J'insiste sur son côté ultra manipulateur et sur quelques autres points. Premièrement, le fait qu'elle n'a jamais évoqué de remords sincères, c'est un truc de fou. Elle a carrément retourné toute la situation pour se faire passer pour la victime et salir la mémoire de la véritable victime, au point de justifier pourquoi lors du procès elle ne regardait pas la famille de Travis dans les yeux comme ça. Did you avoid eye contact with Travis's family while you were in there, or did you make eye contact, and what are your thoughts on that? I typically avoided eye contact. Travis comes from a family where they all sort of look a lot alike. So when I see their faces, I see Travis and I see the man that abused me and I don't want to look at that. Mais aussi ses comportements complètement inappropriés. Can you do me a favor and just hold that? Sure. Sorry. That's okay. Ah. I didn't hear you breathe. I wonder how am I still here? This is embarrassing. Tout ça fait que même si j'ai pas de diagnostic à vous aider, ni même vraiment d'explications suffisantes, je trouve que Jodie Arias est l'une des criminelles les plus effrayantes dont on a pu parler sur cette chaîne. Genre vraiment, elle me met ultra mal à l'aise. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est une affaire hyper dense pour laquelle il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Donc si jamais ça vous intéresse, vous trouverez plein de liens à aller lire et à aller regarder en barre d'informations. J'espère que mon travail sur ce cas vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder sans suivre la chaîne et pourtant je vous assure que c'est vraiment une toute petite action qui peut beaucoup me soutenir. Encore merci à Gallimard et à Série Noire d'avoir été mes partenaires pour cette vidéo. J'ai vraiment pu me lâcher sur les extraits sans crainte et ça c'était cool. N'oubliez pas d'aller découvrir Le Mal en Personne de Yor Lir Horst, mais aussi de participer au concours sur ma page Instagram pour tenter de remporter un des 5 lots qui sont mis en jeu. Moi je vous fais plein de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't give up now because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my